Bonsoir, je suis heureuse de vous présenter une femme extraordinaire, Diane Bellego. L'essence de son travail repose sur le tantra du cœur et la réconciliation du masculin et du féminin. Le sujet de sa conférence, masculin-féminin, l'initiation amoureuse. Quel bon programme! Merci d'être là de l'autre côté de l'écran. J'ai envie de remercier aussi Anna et Julio qui ont permis de créer ce sommet qui nous réunit, quel que soit l'endroit où vous êtes, à travers le biais de cet écran, autour d'un thème qui est absolument essentiel, qui est l'éveil de la conscience. Merci aussi, je dirais, à ce moment extraordinaire que nous vivons tous, qui est la fin d'un cycle, qui est le début d'un nouveau, un moment extraordinaire où nous pressentons, où nous voyons que nous devons, que nous sommes destinés, que nous sommes acculés, je dirais, à changer de plan de conscience. Et ce n'est pas habituellement ce qu'on voit du monde extérieur, qui est malheureusement une réalité un peu dénaturée, un peu abîmée, c'est-à-dire la fin du cycle, qui va nous porter, qui va ouvrir le nouveau. Mais bien en mettant l'attention, comme avec ce sommet, sur ce qui nous relie et non plus ce qui nous sépare. Ce qui nous sépare, c'est la séparation, c'est l'opposition des principes masculins-féminins. Et ce qui nous relie, c'est vraiment déjà ce nouveau monde qui porte la notion du nous, que je vais expliquer plus profondément. Ce qui va ouvrir le nouveau aussi, c'est de réaliser que ce n'est pas seulement d'adhérer intellectuellement à ce changement de conscience, mais de le réaliser à l'intérieur de nous, de réaliser que nous sommes une cellule émettrice de ce nouveau. De penser et de réaliser que, par exemple, cette phrase, cet adage, penser global, agir local, s'adresse à nous-mêmes personnellement. Nous devons devenir, on l'a déjà entendu, mais on a besoin de le réaliser, on a besoin de le comprendre, on a besoin d'en faire l'expérience, que nous devons être, chacun d'entre nous, ce changement que nous appelons de notre être, afin que le rêve que nous portons, ce monde de paix, ce monde de co-création, ce monde plus respectueux de chacun et des différents royaumes de la Terre, eh bien, puisse être créé à travers de ce que nous allons à émettre. Et cet état de paix, c'est l'union intérieure. La paix en est une des tonalités. Ça passe par se réconcilier à l'intérieur de nous, réconcilier en nous les principes masculins et féminins. Comment j'en suis arrivée là? Et le but de cette conférence, c'est de comprendre que tant que individuellement et collectivement, nous croyons qu'il existe à l'extérieur de nous quelque chose dont nous manquons à l'intérieur, tant que nous croyons que le monde est limité au perceptible, eh bien, nous allons logiquement, mécaniquement, de gré et de force, essayer d'obtenir de l'extérieur ce dont nous croyons manquer. Et tous les enjeux de pouvoir, la domination, la compétition, la puissance, la souffrance, l'impuissance, eh bien, déterminera notre monde. Et comme nous le sentons, il y a les corbeaux qui ponctuent ce que je dis. Tant que ce sont des corneilles, tant que nous croyons donc incomplets, eh bien le monde va continuer tel qu'il est, et nous savons, c'est là où j'en étais, que dans cette accélération dans laquelle nous sommes, accélération d'évolution, eh bien nous sommes acculés. Je dirais que nous sommes destinés soit à faire éclater le monde, mais là je pense qu'on a déjà dépassé 2012, on est plutôt rassuré que nous sommes vraiment dans une forme d'expansion, de co-création, de réalisation. Il y a de plus en plus de signes qui nous montrent que voilà, nous sommes en train de le faire, mais il y a urgence. Oui, je vous disais que le but de cette conférence, c'est de vous faire pressentir la merveille qui réside en nous-mêmes. Nous portons l'union des deux principes masculin-féminin. Cette union, je l'appelle le couple intérieur, je ne suis pas la seule à l'appeler comme ça. Et nous cherchons à l'extérieur
ce qui réside à l'intérieur de nous-mêmes. Et évidemment, l'extérieur ne peut pas nous le donner. Tant que nous cherchons notre sécurité à l'extérieur, eh bien, nous allons être dans des jeux de pouvoir. Tant que nous n'avons pas compris la richesse qui est en nous, nous allons nous imaginer un monde de manque et nous allons finir par le créer. Donc, ce couple intérieur génère notre relation avec tout, notre relation avec nos pensées, nos actions, notre relation avec l'environnement, avec l'autre. Ce couple intérieur, habituellement, dans notre réalité habituelle, vit des moments de séparation, s'oppose. Notre principe masculin, non pas le principe, mais notre masculin intérieur s'oppose à notre féminin intérieur et réciproquement. Et c'est véritablement le but de cette conférence, de vous amener sur le chemin de la réconciliation et de vous faire pressentir ce couple merveilleux qui existe à l'intérieur de nous, la merveille, la complétude qui est en nous. Les scientifiques, par exemple, qui sont à l'origine de découvertes extraordinaires, je pense Einstein ou d'autres, quand ils ont trouvé l'idée géniale, même si elle s'inscrit sur une grande recherche, bien sûr, sur une compétence, sur même une excellence. Mais au moment où l'idée géniale est arrivée, ces scientifiques nous parlent d'un état d'union intérieure. Ils nous parlent d'un état entre rêve et veille, d'un état où les deux cerveaux sont connectés, où les deux cerveaux sont en union. Il est illusoire, je dirais, de penser, créer des solutions qui incluent la globalité de notre réalité depuis un état de séparation intérieure. Donc, sortir de la dualité, de cette dualité que chacun d'entre nous portons, c'est l'initiation de notre temps. Comment je suis arrivée là? Eh bien, comme beaucoup de thérapeutes, je dirais, je suis issue d'une famille conflictuelle, mais ce qu'elle avait de spécifique, c'est qu'elle était toute petite. Il y avait mon père, ma mère et moi, il y avait peu de familles autour. Et mes parents ont passé leur vie, je dirais, à se déchirer. Et j'ai passé mon enfance à essayer de les réconcilier. Mais ce qu'il y avait de particulier dans ce trio, ou du moins dans le couple de mes parents, c'est que quand je me mettais à la place de mon père, je trouvais qu'il avait raison. Mais le problème, c'est que quand je me mettais à la place de ma mère, je trouvais aussi qu'elle avait raison. Et dans mon cœur d'enfant, je me disais, mais comment c'est possible que les deux aient raison et tort à la fois? Et bien évidemment, en tant qu'enfant, je n'ai pas trouvé la solution à ce apparent paradoxe, mais cette résolution de ce paradoxe, c'est ce qui a généré complètement la femme que je suis, la thérapeute que je suis, l'enseignante que je suis. J'ai même écrit un gros livre, je vous le disais dans la présentation, qui est l'union du masculin, plus exactement masculin, féminin, l'initiation amoureuse, et le sous-titre qui me tient beaucoup à cœur, la fusion au cœur de la séparation. C'est-à-dire sortir de ce paradoxe et de réconcilier l'un avec l'autre. Et donc, ça va être le but de cette conférence. Donc, dans ce cheminement personnel, j'ai créé une formation de Tantra sur le thème de la réconciliation intérieure. La réconciliation, bien sûr, l'homme, la femme, mais le masculin et le féminin à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi toutes les globalités du masculin et du féminin, c'est-à-dire la réconciliation du ciel et de la terre à l'intérieur de nous, de l'enfant et de l'adulte à l'intérieur de nous, et pas seulement d'une dimension horizontale, je dirais, entre nous et l'environnement, mais bien de nous réconcilier avec cette dimension plus verticale. J'accompagne les couples et les individus et les groupes depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis en couple moi-même depuis 14 ans et j'ai compris par la pratique du couple que tant que j'attendais de l'autre qu'il réponde à ce qui attendait désespérément en moi-même, bien je perpétue des enjeux pour moi-même de frustration, puis après de manipulation, de domination ou d'impuissance avec l'autre. Il faut absolument, chacun d'entre nous, sortir de cette impasse. Et
autant que collectivement nous nous croyons incomplets, eh bien le monde continue sa course tel que nous le connaissons. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes complets et je vais vous emmener à découvrir cette complétude intérieure. Le principe de notre univers est double. La réalité, elle est doublement polarisée, c'est-à-dire électrique, magnétique, émetteur, récepteur, inspire, expire, ondes et particules, découvrent les scientifiques. Tout ceci, ce sont des tonalités, des façons d'appeler ce que moi j'appelle masculin-féminin, le yin et le yang. La nature de la réalité est double. On ne peut pas inspirer sans expirer. Et chaque aspect de la réalité porte cette double polarisation. Donc bien évidemment, masculin-féminin sont compris ici d'une façon bien plus large, plus universelle que ce qu'on pourrait dire la virilité, la féminité qui pour moi, dans certains cas, sont une dénaturation du masculin et du féminin. Donc quand on dit que c'est double, c'est pas seulement qu'ils existent en complémentarité, mais bien qu'au cœur de l'un, il y a l'autre. On ne peut pas appréhender la vérité de l'un sans découvrir au cœur l'autre, que la vérité d'un homme, c'est son féminin intérieur, la vérité intime d'un homme, c'est son féminin intérieur, que la vérité intime d'une femme, c'est son masculin intérieur, que au cœur du masculin, il y a le féminin, qu'au bout de notre inspire, il y a l'expire. Commençons-nous à pressentir les conséquences infinies de cela. Au cœur de la lumière existe l'ombre, et au cœur de l'ombre, il y a la lumière, alors que d'habitude on les oppose. On verra plus loin, on reprendra cette histoire d'ombre et lumière. Prenons une cellule. Elle émet et elle reçoit de l'information. À la même mesure, le principe masculin existe comme le principe masculin et féminin dans la même cellule. De même que dans un homme, il y a autant de masculin et de féminin, même si bien évidemment, c'est très différent d'être polarisé physiquement en tant qu'homme. Bien évidemment, en tant que femme, je sais que mon expérience physique est différente d'une expérience d'avoir un ventre réceptif. Un cœur émetteur, c'est très différent, bien sûr, physiquement. Mais si je veux vivre l'union, si je veux vivre la fusion, l'éveil, l'illumination, eh bien, je vais avoir besoin de vivre à la même mesure l'un que l'autre. Ce qui veut dire, prenons par exemple peut-être des gens qui connaissent ce maître indien. Je pense à Mère Mira. C'est une femme indienne qui vit en Allemagne, je crois, qui est très physiquement féminine. Elle est toute fine. Elle est petite aussi. Elle est évidemment féminine, elle est habillée en sari. Quand on s'approche d'elle, eh bien, et qu'on regarde dans ses yeux, c'est ce qu'elle nous demande, c'est la pure conscience. Et la conscience, on l'associe au masculin. Bien évidemment, une pure conscience pleine de compassion. Et je trouve qu'elle est un très bel exemple où elle nous montre l'incarnation à travers une femme d'un masculin. C'est plus difficile de le voir chez Amma qui est clairement, physiquement pleine de féminin maternel, même si elle est évidemment dans la conscience. Alors, chacun d'entre nous, nous avons déployé plus l'un que l'autre, selon notre histoire familiale, culturelle, et dans certains endroits, nous mettons en avant plus l'un que l'autre. Qu'on soit homme ou femme, probablement on va, à certains endroits de notre travail, déployer plus le masculin. Même si, par rapport peut-être à un chef, on va se trouver entièrement féminin, se sentir victime, perdre nos moyens. En fait, si nous nous sommes identifiés, par exemple, à l'empathie, eh bien, cela veut dire qu'à la même mesure, nous avons un axe à enraciner. Si nous nous sommes identifiés à la force, qu'elle soit de la force physique pour certains ou de la force mentale, eh bien, à la même mesure, notre sensibilité nous attend, bien évidemment.
Si nous nous sommes identifiés à la compassion, eh bien, nous devons avoir un axe. Sinon, nous allons perpétuer des situations de pâture. Et je vois des femmes qui se sont fâchées avec leur propre masculin intérieur et du coup le refoulent et perpétuent des situations où elles se mettent en état de pâture, elles se mettent en état de vulnérabilité, et après, leur masculin qui est refoulé va faire la guerre à l'homme, va devenir une forme de tyran, parce qu'elles vont reprocher à l'homme de tirer avantage des situations qu'elles ont elles-mêmes contribué à créer, en se mettant dans un état de victime. Comprenez-vous ce que je veux dire? À la même mesure à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est de notre responsabilité de restaurer l'un et l'autre et de les réconcilier. Intellectuellement, je pense que vous commencez ou qu'on commence à être d'accord avec ça. Alors, je parle de ça par exemple dans mes stages. J'ai un stage qui me tient beaucoup à cœur, qui est de l'enfant blessé à l'enfant de lumière, la réconciliation, la guérison du cœur. Donc, je leur demande s'ils sont d'accord. Bien évidemment qu'ils sont d'accord intellectuellement. Donc, je leur dis, donc on a un petit garçon et une petite fille. Et je vois les femmes qui éclatent de rire et les hommes qui se décomposent. Et les hommes se disent intérieurement, mon Dieu, il était déjà bien difficile. Ça fragilisait grandement déjà leur identité d'homme. De se retrouver avec leur féminin intérieur, ça vient questionner grandement leur identité d'homme, cette histoire de féminin. Mais maintenant, prendre en compte qu'il pourrait y avoir une petite fille avec toute cette dimension de vulnérabilité, de délicatesse, de réceptivité, ça peut les mettre dans un état de panique. Et ça met en grande joie les femmes qui se disent « Ah bon ?» Ça veut dire que la petite fille en moi qui aimait grimper aux arbres, monter à vélo, partir chevaucher sur son vélo, n'était pas un garçon manqué. Et non, j'avais envie de dire à ces petites filles-là, non, tu es une petite fille complète. Donc comprenez-vous que même si intellectuellement nous sommes d'accord que masculin et féminin sont à la même mesure, entre le comprendre intellectuellement et le réaliser et voir tout ce que ça implique, il y a une marge. De même, par exemple, j'ai un stage réservé aux femmes qui est la guérison du féminin. On passe le début du temps est consacré à se restaurer avec notre masculin intérieur parce qu'il est illusoire, il est dommageable même d'aller rencontrer la profondeur de la blessure du féminin si on n'a pas un axe. Si on ne peut pas se centrer, s'aligner face à la blessure de notre féminin. Donc tout ça pour vous donner des exemples qu'ils sont à la même mesure en nous et qu'il est de notre lucidité, de notre responsabilité de réconcilier l'un et l'autre. Qu'à la mesure de notre compassion, il y a notre sensibilité. Sinon, nous allons être tentés de sauver le monde. Mais serons-nous vraiment dans la compassion avec notre voisin? Donc, la relation masculin et féminin définit et crée notre monde. Et dans notre réalité habituelle, nous opposons masculin et féminin. À chaque instant, nous opposons le tangible et le subtil. Nous opposons l'être et le faire. Nous opposons le rationnel et l'intuitif. Nous opposons bien sûr la sexualité et la spiritualité. Nous opposons les sensations et les perceptions. Nous opposons bien sûr les hommes et les femmes. Et donc nous opposons, nous séparons, sans le savoir, à chaque instant de notre réalité habituelle, le masculin et le féminin. Et c'est ce que nous appelons la réalité qui oppose, qui sépare, c'est bien ou c'est mal. Et c'est ce ou qui signe la séparation. Par exemple, prenons un exemple, nous opposons et séparons le dedans et le dehors.
C'est pour ça qu'on va mettre nos papiers de bonbons à l'extérieur de notre voiture, ou même notre cigarette. Et puis nous allons mettre les déchets nucléaires chez le voisin. Donc voyons-nous, cette séparation, elle définit et crée notre réalité habituelle. Et si nous réconcilions masculin et féminin, nous réconcilions notre monde. Nous trouvons, imaginons par exemple que nous soyons dans une compréhension, dans une réalisation que dedans et dehors, ce n'est plus séparé. Et bien évidemment que nos actes les plus banals, quotidiens et collectifs vont être complètement différents. Nous allons prendre en compte les autres. Nous allons prendre en compte la globalité de notre collectif. Comprenons aussi que, par exemple, ce que nous refoulons ou ce que nous faisons aux autres, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Prenons un exemple extrême. Les hommes extrémistes, dans certaines cultures extrémistes, mettent les femmes sous burqa. Mais bien évidemment, c'est leur propre féminin qu'ils mettent sous burqa. D'ailleurs, quand on entend certains discours avec le ton de la voix, on peut entendre une forme d'hystérie. Ces hommes ont un féminin intérieur complètement hystérique, et évidemment, ils ont mis leur féminin sur burqa, ils ont complètement refoulé leur féminin. Évidemment, ils ont un masculin fort blessé et un féminin fort blessé, comme les femmes de ces pays, bien évidemment. Donc, l'opposition définit et crée le monde tel que nous le connaissons. Et nos choix individuels, collectifs, sont basés sur cette séparation. Et donc, il est de notre responsabilité d'oser regarder cette séparation, de la regarder, de la contempler sans la juger, de façon à réconcilier ce masculin et ce féminin à l'intérieur de nous. Et l'accélération planétaire nous met en face de cela, mais on peut aussi dire que cette accélération planétaire collective, avec la mondialisation, le partage instantané de l'information, nous montre que nous ne sommes pas séparés des autres. Commence à faire éclater l'illusion de la séparation. L'illusion de la séparation se dissout. Nous savons bien que le nuage de Tchernobyl a passé nos frontières. Il y en a des preuves, malheureusement d'ailleurs, dans certaines maladies, où, enfin, il y en a des traces. Et nous savons que l'information maintenant ne peut plus se répandre en un instant. Et c'est tout l'idée du centième singe, où nous savons tous cette histoire où les singes, je vais le redire pour ceux qui ne le savaient pas peut-être, des singes, on nourrissait des singes dans une île, et il y en a un, en fait c'était une jeune guenon qui a découvert qu'en lavant ses pommes de terre qu'on lui donnait, eh bien elle enlevait le sable. Et au fur et à mesure, cette idée s'est répandue dans tout le groupe de singes. Évidemment, les vieux singes ont été les derniers réductibles à cette nouvelle représentation du monde. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, des singes d'une autre île, qui ne pouvaient pas recevoir de façon physique l'information, ont commencé à laver leurs patates. Et c'est ce qu'on a déduit, que cette conscience, quand il y avait un nombre suffisant d'individus qui adhéraient à une nouvelle croyance, eh bien, elle se répandait dans le monde. C'est ce qu'on appelle le centième singe. Et donc, il est grand temps que nous, qui sommes comme les pionniers qui sommes en avant, eh bien, nous réalisions, nous émettions cette compréhension que nous ne sommes pas séparés et que nous portons en nous-mêmes cette union entre le masculin et le féminin. Chaque cellule en nous, chaque individu est issu de l'union. C'est notre origine, c'est notre source, c'est en même temps notre ressource, c'est notre destin. Nous sommes l'union et nous retournons à l'union.
Il y a entre l'ovule et le spermatozoïde, quelle que soit l'histoire de nos parents, quelle que soit la façon dont ils ont pu faire l'amour lorsque nous nous sommes incarnés, nous sommes issus de l'union. Quelle que soit l'ombre, la blessure rencontrée, nous portons l'union. Nous avons simplement à la restaurer, à la réveiller en nous. Il n'y a rien à retrancher en nous-mêmes. Nous portons l'union et je vais le répéter et le répéter. C'est notre essence. Par contre, c'est notre responsabilité de transformer ce qui nous empêche de le réaliser. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître, de réaliser que l'union est notre essence, est notre source, est notre destin, est notre origine? Mais tout simplement, c'est que au cœur de la relation masculin et féminin à l'intérieur de nous réside notre blessure la plus intime, la plus douloureuse, notre blessure d'amour. Et on préfère, d'une certaine façon, mourir que de se présenter là. Dans le livre, vous verrez dans les cas vécus, souvent les personnes disent « je préfère mourir, c'est comme un abîme ». Et il faut être extrêmement courageux pour se présenter à la blessure la plus intime. D'ailleurs, au départ, mon bouquin, je voulais l'appeler « Masculin-féminin, l'initiation des héros d'aujourd'hui ». C'était un peu long pour titre. Car ça demande du courage de contempler ce que l'on juge à l'intérieur, on se le fait subir à l'intérieur. Plus exactement, que ce que l'on juge à l'extérieur, on se le fait subir à l'intérieur. Ça demande du courage, par exemple, de contempler que ce qu'on croit être un don pour l'autre s'inscrit sur un sacrifice intérieur. Par exemple, dans le livre, il y a un cas en général que les gens aiment bien, qui est le cas de Bruno, qui est un homme magnifique, qui fait beaucoup de travail pour les autres, qui est dans une véritable consécration. Et dans son travail, il a vraiment un manque de reconnaissance. Et il ne comprend pas cette injustice parce qu'il se donne vraiment à fond. Et quand, dans une exploration intérieure, il va prendre conscience en fait que sa blessure, il la rejette. Il ne veut même pas la reconnaître. Et il dit lui-même, mais ça ne m'appartient pas ça. Pourtant, c'est en lui. C'est quelque chose qui saigne, mais il le rejette complètement. Et il met du temps à comprendre que ça va générer, que ça a une conséquence sur sa vie à l'extérieur. Que l'extérieur, d'une certaine façon, lui reflète cette non-reconnaissance. Par exemple, c'est courageux de sortir de la culpabilité quand on a une action qui n'est pas alignée. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Eh bien, notre cœur se ferme pour ne plus sentir la culpabilité. Et du coup, notre cœur se ferme au ressenti. Et du coup, on va générer de plus en plus des situations non alignées par manque de ressenti. Et la culpabilité va s'opacifier. Il faut absolument qu'on sorte de cette dynamique. Notre masculin se sent coupable, et là je parle vraiment du masculin des hommes comme celui des femmes, et il se trouve face à l'irréparable. Il se sent impuissant à sortir de l'irréparable. Et pour le masculin, c'est la pire des choses. Alors qu'est-ce qu'il fait, notre masculin, face à une situation qui n'est pas alignée en lui et où il se sent coupable? Il va se détourner dans une quête extérieure. Soit dans une quête où il va s'identifier au sauveur, soit dans une quête où il va rentrer dans la compétence, dans la performance, dans la compétition, pas dans la compétence peut-être, mais en tous les cas dans la compétition. Plutôt que de se retourner vers son féminin. Par exemple, moi je me disais, je sais que j'ai un masculin fort, que j'ai un masculin chevalier qui prend soin des autres, qui prend soin de l'intégrité, mais j'ai aussi infiniment de sensibilité. Et dans la première partie de ma vie, seuls ceux qui me connaissaient très très bien, et encore,
savait à quel point j'étais sensible et j'avais mis à l'extérieur une forme de carapace qui a pu même être une forme de dureté. Alors c'est sûr que ça me permettait d'assurer dans ma vie. Mais à quel prix? Et en tous les cas, je me rendais compte qu'il y avait un vrai décalage. Et quand je me suis demandé, mais il fait quoi mon masculin? Parce que je sais qu'il est puissant, je sais qu'il aime prendre soin des autres, et je me suis rendu compte que mon masculin, il prenait soin du féminin des autres. C'est sûr que lorsque vous venez à un stage avec moi, il y a une intégrité. C'est sûr que je prends soin de vous. Mais maintenant que j'ai appris à mon masculin à se retourner vers mon féminin, il y a quand même une harmonie, un équilibre maintenant qui s'installe entre ma capacité d'être alignée, certes, ma capacité de pouvoir trancher, de pouvoir ajuster, mais aussi avec une forme de plus de sensibilité, plus de oser ma réceptivité, oser montrer ma vulnérabilité sans pour autant me mettre en pâture. Et donc c'est vraiment courageux de rentrer à l'intérieur de ça. Alors, le masculin en nous, il a besoin de sortir de cette culpabilité pour rentrer dans la responsabilité. Dans le livre, vous allez trouver tout un rituel et même un accompagnement très précis pour accompagner votre masculin à sortir de la culpabilité et s'installer dans la responsabilité. Mais il serait illusoire de penser que le masculin est le vilain et que le féminin est la victime. Parce que le féminin, et ça fait partie aussi de cette protocole de réconciliation entre masculin et féminin, le féminin a besoin de prendre conscience que elle, on va dire elle pour le féminin, a contribué à la séparation. Elle a contribué à la dualité. Elle y a contribué par l'amour conditionné. Oui mais non. Oui mais si t'es gentil. Ou oui si. Ça c'est pas l'amour conditionné. Elle a exclu une partie de la globalité de son amour. Et donc il y a un grand passage aussi de se rendre compte pour le féminin que son propre masculin intérieur, je parle bien du féminin à l'intérieur de chacun, que elle s'est fermée et elle s'est fermée à l'amour inconditionnel. Donc les deux ont tort et dans leur dimension divine et sacrée, les deux sont merveilleux. Et qu'il est de notre responsabilité de les réconcilier et de les restaurer dans un premier temps. Il est essentiel de sortir de cette dynamique. De façon que nous retrouvions notre cœur plus vaste, plus doux, plus inconditionnel, et que nous sortions de cette idée de l'ombre. Mais pour ça, ça demande du courage, ça demande de la détermination, ça demande de l'axe, ça demande de la simplicité, de l'humilité. Parce que l'ego, il peut récupérer l'histoire, il peut dire « mais comment moi j'ai fait ça ?» Oui, bah oui, tu l'as fait, je l'ai fait, on l'a fait. C'est le passage, je dirais, presque obligatoire dans l'opacité terrestre, dans la densité. Mais cette densité, nous l'avons appelée obscurité, nous l'avons appelée ombre. Et là, il y a des choses à dire par rapport à l'ombre dans notre éveil de la conscience. Et je vais vous parler de l'ombre. L'ombre n'est pas l'ombre, mais simplement le jugement, l'émotion portée sur elle. À la mesure de l'amour que nous portons, et simplement l'ombre à étreindre. Sinon, notre amour resterait virtuel. À la mesure de la lumière que nous portons, et simplement l'obscurité à éclairer, ni plus ni moins. Au cœur de l'obscurité, ce que nous appelons l'ombre, se cache simplement notre peur fondamentale, qui cache elle-même notre blessure la plus intime. Notre être se déploie simplement entre ces deux extrêmes. Et nous avons à réconcilier ces deux extrêmes. Nous avons à étreindre l'ombre au cœur de notre obscurité, sans la juger, simplement l'étreindre de tout notre amour, de toute notre lumière. Et alors ce qui semblait notre
malédiction va se révéler notre bénédiction. Et ça va nous donner aussi l'opportunité d'actualiser notre amour, sinon, sans cette ombre, sans cette obscurité, notre amour serait simplement virtuel. La véritable spiritualité, l'éveil de la conscience, ne peut pas découler d'une approche qui séparerait l'ombre de la lumière. La partie ne peut pas être séparée de l'ensemble. Dès qu'au nom du spirituel, dès qu'au nom de l'absolu, nous nous coupons de la réalité qui est ombre et lumière, eh bien nous nous coupons du spirituel et nous nous coupons de l'absolu. La source, elle est en toute chose. Elle est dans l'ombre comme dans la lumière. L'ombre aussi a sa finalité. Elle nous révèle ce que nous y cachons, tout simplement comme la chambre noire d'un photographe. Et aussi, il est illusoire de vouloir guérir l'ombre, car elle n'existe pas en tant que telle, elle existe parce que nous la percevons comme telle. Ce que nous voyons dépend complètement de ce que nous choisissons d'en voir. Le co-créateur en nous reproduit ce qu'il conçoit de l'univers. L'ombre n'existe pas en tant que telle. Nous la percevons comme telle. Le co-créateur reproduit ce qu'il conçoit de l'univers. C'est très important. Et c'est un moment clé dans la vie, dans la véritable spiritualité. Donc dans l'éveil de la conscience, dans la réconciliation intérieure, l'ombre devient simplement une composante de la réalité avec laquelle nous n'avons plus d'accroche. En résumé, nous avons besoin donc de restaurer notre masculin et notre féminin en nous-mêmes, de les réconcilier. Cela nous donne le courage, cela nous donne l'humilité, cela nous donne la puissance, l'amour et la lumière qui va nous permettre de prendre soin de notre blessure, mais aussi de reconnaître la lumière dans notre ombre. Et maintenant, je vais vous emmener dans la lumière, dans notre ombre, dans ce chemin de réconciliation, parce qu'il est de notre responsabilité de faire grandir la mémoire vivante de l'union. Faire grandir la mémoire vivante de l'union, c'est aussi essentiel que de prendre soin de notre blessure et de révéler la lumière dans l'ombre. Les thérapies, au mieux, elles pacifient les blessures. La voie initiatique, les voies initiatiques révèlent la lumière dans l'ombre. Et la voie initiatique et tantrique, telle que je la conçois, révèle la lumière dans l'ombre et aussi active la vibration de l'union. Cette union, rappelons-le, c'est notre essence, c'est notre origine et c'est notre destinée. Quand nous vivons un moment de joie pure, nous vivons en fait un moment d'union intérieure. Par exemple, devant un paysage sublime, on est à la fois fondu dans le paysage et en même temps on est profondément un avec soi-même, dans un sens de soi cohérent, vibrant, paisible et détendu. Et donc on est un et uni. On est masculin et féminin. On est dans l'union. Alors comment faire grandir l'expérience du un, l'expérience d'être uni au tout et l'expérience de l'union? Eh bien, pour l'expérience du un, je vais vous guider dans une méditation qui sera la méditation pour faire grandir notre lumière, que j'ai appelée le reflet du soleil sur l'eau. Pour faire grandir l'expérience de l'union, je vais vous guider aussi dans une méditation qui sera la méditation de l'union. Et pour l'expérience d'être unis au tout, intervient alors la sensorialité dont je vais vous parler maintenant.
Dans les expériences où nous avons vécu, par exemple comme devant un paysage sublime, notre sensorialité s'est déployée spontanément. Notre cœur s'est ouvert et notre ego s'est détendu, s'est dissous pendant quelques instants. Notre conscience a communiqué spontanément avec le tout. Et cela n'est pas passé par le mental, un mental contracté. Faisons bien la différence entre ce que j'appelle la sensorialité et la sensualité. La sensualité dans notre monde habituel est porteur d'attente, de projection. Par contre, la sensorialité, c'est le déploiement naturel des sens, où on réapprend à vivre en intimité avec soi-même. Et ça ouvre comme une fenêtre sur l'espace. Par exemple, en occultant les yeux, en occultant le sens de la vue, eh bien des émotions très anciennes, des parfums oubliés, des mémoires peuvent monter à la conscience. En s'ouvrant à la conscience de notre peau, par exemple en prenant notre douche, on peut finir par être douché par l'univers. Alors le Vijnana Bhairava Tantra, qui est le yoga tantrique non postural, ouvre ce chemin de la sensorialité. C'est un yoga à la fois très simple et difficile parce qu'il est lié à l'expérience de la banalité au quotidien, de jouir des plaisirs simples. Chaque pratique nous offre d'expérimenter un moment d'unité à travers le contact profond avec les émotions, avec la pensée, le ressenti, être simplement dans la présence. Et être simplement dans la présence, ne serait-ce que quelques secondes par jour, ça fait gagner du terrain à la présence dans notre vie. Et ça peut transformer complètement notre vie. Je vais vous donner 2-3 pratiques, mais il y en a 112. Lorsque tu trouves satisfaction, la félicité suprême te sera félicitée si tu demeures en ce lieu sans fluctuation mentale. Fixe ton esprit dans le cœur en te livrant aux activités du monde. L'agitation disparaîtra et en quelques jours, tu découvriras l'indescriptible. Fonds-toi dans la joie ressentie lors de la jouissance musicale ou dans celle qui ravit d'autres sens. Si tu n'es plus que cette joie, tu accèdes au divin. Vous voyez, c'est très simple, mais la présence passe par le cœur. Dans le silence du cœur, il y a comme une qualité d'éveil qui est présente dans le corps. Il y a une fenêtre sur l'espace, comme si notre corps pouvait, et il peut d'une certaine façon, contenir la totalité du cosmos. À la fois contenir la totalité du cosmos et s'y unir. On retrouve de nouveau masculin et féminin. Le féminin comme contient, étreint, le masculin s'unit. C'est l'expérience tantrique. La présence détendue, continue au corps et donc au monde, c'est l'expression naturelle de l'union intérieure. Plus on est absent au corps et donc absent au monde, plus on va avoir besoin d'excitation pour décharger la tension. Plus le corps, au contraire, retrouve cette présence au monde, plus éclot une joie simple, une joie profonde de la vie, une spontanéité naturelle. Vous trouverez dans le livre d'autres pistes pour faciliter l'union. Se réconcilier avec la dimension sacrée du corps, bien sûr, la dimension chamanique, animale, non civilisée, l'énergie spontanée et bien d'autres. La guidance. Quant à ce qui en est du masculin au féminin, vous en aurez un avant-goût dans la méditation d'union. Nous commençons à comprendre le fonctionnement de la réalité duelle.
comment en prendre responsabilité personnellement. Et par les pratiques que je vous ai proposées et les pratiques de tous les intervenants, nous allons ancrer un état de réconciliation, un état d'expansion. On va appeler ceci l'approche transcendante dans laquelle nous faisons quelque chose pour obtenir quelque chose. Mais pour sortir véritablement de la dualité, pour vivre la fusion, pour fusionner tous les aspects de nous-mêmes, nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de l'immanence. Pour accéder au soi, pour accéder au-delà de tout concept, de toute projection, de toute attente, de toute identification, pour accéder à ce que j'appelle véritablement la fusion, ben ceci ne procède pas de la volonté, mais ça procède de la grâce. En fait, on a besoin de la transcendance pour accéder à l'immanence. La transcendance part du principe qu'il faut améliorer quelque chose en nous-mêmes, ou qu'il y a quelque chose à faire. L'immanence nous dit qu'il faut reconnaître en nous-mêmes ce qui est déjà là de toute éternité. On pourrait dire que la transcendance appelle Dieu en nous et l'immanence écoute Dieu en nous, Dieu qui est déjà là en nous. Donc, à travers l'approche transcendance, à travers les pratiques les plus magnifiques qu'elles puissent être, on ne va pas obtenir un changement radical. On va atteindre un état d'union. Parce que l'ego ne peut pas guérir ce dont il est l'auteur, ni sa terreur de n'être rien. Les pratiques vont amener un état au mieux de bénédiction, ce qui est déjà merveilleux, on pourrait le souhaiter à toute l'humanité. Et en ce sens, la voie transcendante légitime l'ego, à travers le besoin de faire quelque chose, d'être utile. Et c'est bien légitime, on pourrait dire, parce que c'est grâce à l'ego que nous sommes en quête, que nous cheminons dans notre dimension spirituelle. Notre ego contribue à la progression spirituelle, il renforce notre foi, il nous donne du sens, sa quête est utile. Et c'est là qu'est le paradoxe. La transcendance renforce notre foi, mais légitime l'ego. Donc attention à ne pas s'identifier à la quête et la confondre avec le but. Le but, c'est vraiment la fusion où tout est consumé, toutes les identifications, les attentes, les projections sont consumées. Le désir d'éveil peut parfois se confondre avec le besoin de l'ego spirituel. Tant que l'ego sollicite l'activité, même celle des méditations, la quête peut être un défi par rapport au but qui est la fusion. Donc, les pratiques données ici, et j'en suis désolée, sont à la fois un cadeau et un piège. Donc, il est important de comprendre sur notre chemin spirituel que plus la transcendance est puissante, plus le cœur est sincère, plus l'être va recevoir de la lumière, mais plus la blessure va être mise en lumière. Il faut le savoir pour être préparé. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont dire, qui vont s'étonner d'avoir beaucoup travaillé et d'aller parfois de plus en plus mal. En fait, ils ont préparé. Ils se sont préparés à la véritable rencontre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'approchent. Mais il faut le savoir. La fusion, celle de l'immanence, c'est la sollicitation à étreindre passionnément jusqu'à se consumer tout ce que l'ego a construit, tout ce que l'ego et le monde croient légitime, tout ce qui définit la réalité du moi séparé. L'immanence ne réconforte pas l'ego, elle le consume. Et c'est là la différence entre la fusion et l'union. La fusion démasque
toutes les identifications d'ego. Tandis que l'union peut s'y complaire. Alors on va dire pourquoi cette conférence? Eh bien, la responsabilité de chacun, c'est de déchirer l'illusion de la séparation afin de se rendre disponible à la grâce. Et c'est cela notre seul véritable libre arbitre. Lorsque la grâce arrive, plus le processus est amorcé, eh bien la fusion est plus aisée. Et la grâce a bien des visages. Et ces visages ne sont pas toujours affables. Mais c'est toujours le visage d'une rencontre avec soi, d'un rendez-vous intime avec soi et avec le soi, un reflet plus vaste, plus grand. Donc résumons. Pour vivre un changement de plan de conscience, un éveil de conscience, nous avons à réaliser qu'il n'y a rien à retrancher, rien à ajouter à nous-mêmes, que nous portons l'essence absolue, que nous sommes à la fois uniques et universels, et que cette essence absolue, c'est l'union du masculin et du féminin, à la même mesure en nous, qui sont simplement à restaurer et réconcilier. Et donc notre éveil nous demande de prendre responsabilité, de réconcilier, d'unifier ces deux polarités, de réveiller, de célébrer, d'écouter ce qui attend en nous-mêmes. Nous sommes responsables de notre propre complétude. Alors, notre regard devient amoureux sur le monde et nous agissons en cohérence avec le co-créateur que nous sommes. Et nous transformons notre monde et notre vie. Le Tantra dit « La grande union est trop proche pour être reconnue, est trop profonde pour être saisie, est trop simple pour être crue et trop merveilleuse pour être comprise par l'intelligence. » Mais la belle nouvelle, c'est que l'union s'approche. La preuve, vous et moi, en ce moment. Alors, si vous voulez approfondir, vous savez que vous avez le livre Masculin-Féminin, l'initiation amoureuse. Vous y trouverez un CD de méditation. De même, ce CD de méditation, vous pouvez vous le procurer de façon indépendante. Vous y trouvez une méditation de l'union, vous y trouvez une méditation d'union du mental et de l'eau, du reflet du soleil sur l'eau, et une méditation fort importante de l'appel de l'autre. Vous avez des plages de musique qui ont été composées spécialement par un artiste, José Gurdak, qui a su capter cette dimension à la fois terrestre et divine. Et puis rien ne remplace bien sûr les stages pour pratiquer à travers le corps cette réconciliation. Alors cet été j'ai 3 stages. La guérison du féminin, l'appel de la déesse est réservé aux femmes. L'union du masculin et du féminin où nous mettons en pratique cette réconciliation. Et puis un stage qui me tient cher au cœur, qui est le stage de mon compagnon, un stage réservé aux hommes. Tu seras un homme, mon frère. Ceci concerne les individus, les couples, les professionnels de la relation d'aide. Puis cette transmission, ce partage que nous avons vécu ensemble, vous avoir donné le goût de la complétude qui est vôtre, de la merveille qui vous attend. La merveille qui est vôtre et qui attend que vous le réalisiez. Merci de votre présence. Merci de votre cœur. Que l'union vous baigne. Je suis touchée. Et vous? Si vous avez des commentaires ou des questions, rendez-vous en bas de cette page. Diane vous répondra avec plaisir. Et n'oubliez pas,
les packs et ses nombreux bonus. Des réponses et des outils concrets au service de votre épanouissement.